Alors bonsoir à tous, merci d'être là. Est-ce que vous m'entendez bien derrière? Oui. Euh, alors voilà, vous êtes là ce soir dans le cadre des rencontres du 24. Je dis ça, il y a beaucoup de salariés, de collaborateurs de l'agence, donc vous voyez déjà ce que c'est. En tout cas, on essaye depuis quelques mois, donc là c'est la deuxième fois, de lancer des cycles de rencontres mensuelles en invitant des professionnels extérieurs à l'agence à venir échanger avec nous sur des thématiques soit qui sont proches de celles qu'on traite dans nos projets, soit d'autres thématiques pour éveiller un petit peu les curiosités, enrichir un peu les réflexions. Donc là, c'est la deuxième session qu'on fait ça. La première a eu lieu il y a environ un mois. On a eu l'occasion d'inviter Françoise Kuyten, qui est dessinateur, et Soline Nivet, critique d'architecture, à venir échanger avec nous sur la question de la représentation et des images dans les projets et ce que ça peut véhiculer. On continue pour cette deuxième séance sur le périphérique et au-delà de ça, la transformation des grandes infrastructures de transport métropolitaines, autoroutes et voies rapides. Alors, on s'est entouré d'un certain nombre d'invités très divers pour aborder avec nous ces questions-là. On va vous les présenter. Alors, pourquoi ce sujet pour cette séance-ci? Ça fait suite à plusieurs actualités à l'agence. On en a déjà parlé, on s'est mobilisé cet été pour répondre à un appel à candidature sur le devenir des autoroutes. Donc on avait déjà enclenché ces réflexions à ce moment-là. Et puis il y a plusieurs années sur la question du travail sur l'infrastructure et en proximité de l'infrastructure était aussi assez prégnante dans nos projets. Et par ailleurs, une actualité beaucoup plus récente, c'est une tribune qui est parue dans le Monde il y a quelques semaines et qu'on a rédigée sur le périphérique et qui faisait suite elle-même à une proposition de Gaspard Ganzer de détruire le périphérique. Donc nous, on a proposé une réponse en disant qu'il fallait plutôt travailler sur le déjà là, que la destruction du périphérique n'allait pas forcément, et bien au contraire, n'allait pas résoudre les problèmes qu'il posait, mais plutôt aller les aggraver ou les déplacer. Et donc on proposait dans cette lettre ouverte de travailler sur sa transformation, sur sa mutation. Et on s'est dit que c'était l'occasion pour cette rencontre du 24 d'inviter d'autres personnalités à venir échanger avec nous sur la question de cette transformation, qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut l'opérer, et comment ça résonne avec les projets et les réflexions qu'on mène à l'agence. Delphine, tu veux compléter, présenter les intervenants? Oui, merci à tous déjà d'être venus ce soir. C'est vrai que le travail qu'on avait fait pour répondre à cette candidature, d'ailleurs d'autres lauréats sont dans la salle, donc on va avoir la chance de poursuivre ce travail. Non, la question des infrastructures, c'est vraiment une des marques du travail de François Leclerc et de ses équipes. Et en même temps, on sent bien que on est rarement tout seul à réfléchir à ces grands objets urbains. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de questionner, et en tout cas de dialoguer avec d'autres regards, avec d'autres experts, pour à la fois avoir peut-être on a appelé ça fantasme et réalité, cette rencontre, en ciblant un peu sur le périphérique, mais bien sûr, on est un peu des amoureux des autoroutes, mais on se questionne aussi bien sûr qu'est-ce que ça produit, en tout cas en ville, et comment on peut fabriquer une ville qui soit peut-être un peu moins standardisée et qui fabrique des objets un peu plus atypiques, et de célébrer aussi ce côté un peu métropolitain. Donc on s'est dit, tiens, il y a les gens avec qui on a déjà travaillé, David Mangin qui est dans la salle, donc dans le cadre du Grand Paris, on a quand même beaucoup travaillé ensemble sur ces thématiques. Il y a beaucoup de gens, il y a aussi évidemment l'agence TVK. Enfin, voilà, on est nombreux à se mobiliser sur ces sujets, à essayer de trouver aussi des solutions, parce que c'est une réalité, c'est un quotidien, alors un peu moins des Parisiens, en tout cas des Franciliens avec des vraies difficultés pour passer d'une banlieue à l'autre, et qui normalement, on attend le moment divin où le Grand Paris Express pourra relier, mais on espère en tout cas que ça viendra peut-être tout résoudre, mais on n'est pas complètement sûr. Et donc voilà, ces objets, est-ce que c'est fantasme, il y a des réalités. Donc c'est pour ça qu'on a réuni les invités qu'on voudrait vous présenter. D'une part, on a invité un écrivain. On s'est dit aussi que les spécialistes des nouvelles mobilités, c'était bien. Et puis,
des histoires de psychanalyse, ça nous intéressait. Et puis bien sûr, François en tant qu'acteur aussi de la ville dans son quotidien d'urbaniste. Je vais essayer rapidement de présenter Aurélien Bélanger. C'est toujours un exercice un peu compliqué. D'après ce que j'ai trouvé comme information. Alors, vous êtes écrivain, philosophe, chroniqueur, et vous êtes l'auteur de la théorie de l'information, de l'aménagement du territoire et du Grand Paris. Alors évidemment, nous, Grand Paris, ça fait tilt, c'est un peu notre... on devient rapidement amoureux. Ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est que dans votre dernier ouvrage, vous faites un peu l'éloge du banal, vous questionnez la permanence du grand récit métropolitain. On vous désigne un peu comme l'archéologue de notre modernité. Et puis vous avouez être tombé amoureux de l'Île-de-France, comme on l'a beaucoup parcouru, on est assez d'accord avec vous. Et puis plus ponctuellement, dans vos évocations de Cergy-Pontoise, c'est une ville nouvelle, plus si nouvelle d'ailleurs, un territoire sur lequel nous avons il y a quelques années esquissé un nouvel avenir, un peu plus tourné vers le paysage, avec un peu plus d'intensité. Et donc on s'est senti on va dire une manière le regard en tout cas que vous posez sur la ville et sur l'infrastructure, qu'on avait peut-être des choses à échanger. Et puis ça m'a fait aussi penser, récemment il y a une publication qui s'appelle Le Tour de France des villes incomprises, et il y a notamment Cergy-Pontoise, et c'est lié aussi peut-être à ce côté un peu incompris. Donc le périphérique, c'est peut-être pour nous ça. Donc on voudrait vous demander si on peut réellement tomber amoureux de la porte de Bagnolet et de la porte de la Chapelle. Ce qu'on a prévu, c'est de faire intervenir donc Aurélien Bélanger, ensuite l'agence, la NPU, et ensuite d'avoir un moment d'échange, et puis on repassera la parole à Jean Grébert et à François Leclerc, et puis évidemment vous pourrez poser des questions assez librement. Peut-être qu'on peut juste préciser un tout petit peu les angles thématiques qui seront approchés. Effectivement, la question du récit avec Aurélien Bélanger, qui fait aussi écho à la première rencontre qu'on a faite ici le mois dernier sur l'histoire qu'on raconte et comment on structure un récit. Et donc là, spécialement sur cette question aujourd'hui des infrastructures et du périphérique. Et puis ensuite, faire venir l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, c'est encore un angle tout à fait différent. On s'est demandé si l'agence, la NPU nous livrera un peu ses bribes de réflexion sur le sujet. On s'est demandé s'il fallait coucher le périphérique sur le divan, s'il était victime de névroses traumatiques suite aux nombreuses tentatives de vouloir le détruire, qui reviennent de façon assez cyclique. Et puis Jean permettra de nous faire réatterrir un petit peu en parlant de ce qui se passe aussi ailleurs, dans d'autres métropoles du monde, pour éclairer la façon dont nous, ici, on peut traiter nos infrastructures. Voilà, comme ça, on fait un petit tour général. Je vous laisse peut-être ce micro-ci et je vous laisse. Merci. Bonsoir. Ah oui, le son n'est pas symétrique. L'idée de périphérique, quand vous avez parlé de Gaspard Ganzer, ça m'a rappelé quelque chose, c'est que j'ai travaillé pendant 3 mois au cabinet de Bertrand Delanoë. J'écrivais des discours, j'avais été embauché par un copain, donc j'étais un peu un employé de l'employé. Et du coup, je me souviens qu'au moment où le périphérique est passé à 70 km/h, mon copain, qui était encore plus mauvais en mathématiques que moi, m'a demandé de faire le calcul de combien de temps on gagnait. Et je me souviens avoir fait une table de 3, comme ça, sur mon bureau à l'hôtel de ville, pour rédiger les éléments de langage qu'on allait communiquer à la presse pour le fait que si ça passait 70 km/h à 80, ça perdait bref, je sais plus combien. Et j'avais vraiment, c'était genre, il m'avait appelé comme ça en urgence. C'était censé être l'affaire d'une seconde, et comme n'étant pas polytechnicien, j'avais dû mettre 20 minutes pour faire ce calcul complètement idiot. Donc voilà, Gaspard Ganzer est assez cohérent en fait par rapport, vu qu'il avait travaillé auparavant pour Bertrand Delanoë. Non, très simplement, moi j'habite Paris depuis suffisamment longtemps pour que, en fait, mon expérience du périphérique, elle est double et elle est doublement positive. J'ai grandi en Essonne et le périphérique, c'était la grande ville, donc c'était super. J'ai compris très tardivement que c'était un immeuble de Pérouse, mais j'avais beaucoup d'immeubles en verre qu'on voyait à gauche un moment après les rails de la gare de Lyon. Il y avait à l'époque des grands pots de terre géants, et j'avais cru que c'était une sorte, parce que je ne sais pas pourquoi, parce que je venais de banlieue sans doute, et j'associais les vérandas au monde de Jardiland, et j'avais cru que c'était un Jardiland géant, parce qu'il y avait ces grands pots en terre cuite géants. Et donc une expérience assez positive. Et plus tardivement, je prends le périphérique strictement jamais, ou quand je loue une voiture pour partir en vacances. Donc en fait, c'est un boulevard très plaisant, et c'est toujours très marrant de voir la tour ex-Philips. Aujourd'hui, je crois que c'est une tour qui a, je ne sais plus quoi au loin,
de voir toutes ces tours publicitaires du côté de Saint-Ouen, d'avoir assisté à la construction hyper rapide et hyper drôle du TGI. Et donc voilà, le périphérique est associé. Alors je me rends compte que j'ai une expérience sociologique minoritaire par rapport à la totalité des franciliens. Mais le périphérique, c'est un peu les Champs-Élysées en mieux, parce que les Champs-Élysées, il y a des gros arbres qui empêchent de voir bien les jolies façades. Et sur le périphérique, surtout aux endroits où il est légèrement en survol de la ville, on voit extrêmement bien, et puis on voit surtout des réalités urbaines qu'on voit nulle part ailleurs, et qui sont extrêmement bien cousues par le périphérique, parce que ça va à peu près vite, et puis on voit les tours défilent jusqu'au centre Sceaux-Ouest, à Levallois-Perret, enfin des choses qui sont comme ça, spontanément plaisante. Mais pour revenir à la porte de Bagnolet, en fait j'ai une double expérience de la porte de Bagnolet, c'est assez drôle. La première fois que j'ai franchi le périphérique sans m'en rendre compte, je courais et je me suis rendu compte à un moment que les maisons étaient trop petites. Au lieu de faire, je sais pas, 40 mètres, 25 mètres de hauteur, elles faisaient 6 mètres. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais à Bagnolet depuis 1 kilomètre, que ça descendait trop, etc. Je connais mal le 20e. Et en fait, c'est parce que le périphérique est recouvert à cet endroit-là. Et en fait, ce que je pensais être un petit terrain de basket était en fait mon franchissement du périphérique. Et c'est amusant parce que depuis 20 ans, c'est une sorte de discours permanent, on parle de la suppression du périphérique. Et mentalement, en tout cas, j'avais une expérience où j'avais franchi le périphérique sans m'en rendre compte et j'avais rétabli la continuité urbaine perdue entre le centre urbain et Bagnolet. Sauf qu'en fait, je l'ai refait récemment parce que je me suis rendu compte que de ma rue, j'habite dans le 9e arrondissement, et tout au bout de ma rue, dans l'axe, je vois les Mercuriales, enfin le sommet des Mercuriales, et je me suis dit l'autre jour, j'avais pas couru depuis 2 mois suite à une chute de vélo en plus, j'étais pas en pleine forme. Et je me suis dit, je vais aller voir les Mercuriales. En fait, c'était beaucoup plus loin que je croyais. Et en plus, on ne peut pas suivre du tout la ligne droite. Enfin bon, c'était très compliqué. Et je me suis vraiment retrouvé, mais c'était presque marrant. Je ne sais pas si vous avez joué à Zelda Breath of the Wild. Le jeu commence sur un plateau surélevé qui pourrait ressembler à comme ça une sorte de Paris symbolique très coupé du reste. C'est entouré de grandes falaises et il faut avoir la paravoile pour réussir enfin descendre. Sinon, on est prisonnier de cette espèce de bac à sable où on apprend le jeu. Et quand enfin on arrive en bas, on découvre que sous le plateau du commencement, il existait une sorte d'énorme arène souterraine, une sorte de macro-colisée dans lequel on se battait contre des sortes de griffons. Enfin bon, ça n'a pas grand intérêt. Sauf qu'en fait, en allant à Bagnolet récemment, donc je suis allé voir les Mercuriales, j'ai fait le tour des Mercuriales, j'étais très content, elles étaient encore plus belles que dans mon souvenir où je les voyais quand j'avais 8 ou 10 ans par la fenêtre de ma voiture. Non seulement c'était très beau, urbanisme sur dalle typique, on pense que ça va passer, ça passe pas, on peut faire demi-tour, on finit sur un escalier de secours. J'étais hyper heureux, et là j'ai vu l'arène de Zelda Breath of the Wild, qui est en fait une sorte de parking, plus ou moins géré par Indigo, je crois, du Auchan Bagnolet, sauf qu'on était dimanche et c'était fermé, et donc il y a une rampe hélicoïdale qui descend jusqu'à cet endroit, il n'y avait aucune façon de m'en extraire, et j'étais vraiment au cœur de l'expérience métropolitaine, sorte de colisée secret où j'étais complètement entouré de la ville, en impasse, et bon, j'étais condamné en fait à remonter par où j'étais venu, mais j'étais content d'avoir redécouvert cet endroit-là. Et bon, après, c'est un peu, ça fait penser, ce qui est intéressant en fait avec le périphérique, je ne serais pas tellement plus long, c'est, ça me fait penser en fait au texte qu'écrit Irène Colas dans, je ne sais plus en quelle année, sur le mur de Berlin, en fait, une défense du modernisme implacable du mur de Berlin, et où il invente un peu ce qui fait génialement ensuite dans ses textes de critique architecturale, qui est une mauvaise foi critique en fait, et qui est un mélange de naïveté extrême et de mauvaise foi qui fait que la seule façon d'approcher bien le mur de Berlin, c'est de dire que c'est la plus grande œuvre d'architecture moderniste du XXe siècle. Et là, le périphérique nous contraint en fait à adopter ce genre de choses. On est soit dans une adoration illimitée, moi qui tombe dans un puits où une oubliette à Bagnolet et qui est fou de joie alors qu'il n'y a pas de raison particulière d'être fou de joie, ou moi qui le nie, etc. Et je me rends compte en fait c'est un objet qui est extrêmement puissant sur nos imaginaires parce qu'il n'est pas facile de le traiter rationnellement. Et du coup cette espèce d'automatisme que je fais tout le temps, qui est de le traiter comme du sublime et de dire que la porte de Bagnolet ou l'échangeur de la Chapelle, c'est les équivalents contemporains, enfin ça a déjà 50 ans, c'est ce qu'on a construit à Paris de plus approchant des systèmes d'architrave, etc., de Notre-Dame, et en tant que pure structure, c'est magnifique. Et c'est tellement beau qu'en fait personne ne met en cause le fait que Notre-Dame, ça serait beaucoup plus pratique de mettre une part HLM là-bas et que ça n'a aucun sens et que plus personne croit en Dieu et que l'église est vide et que c'est une sorte de puits touristique et qu'en plus il y a des attentats, que ça sert à rien. C'est Notre-Dame, ça a une sacralité. Et le périphérique, lentement, atteint ce niveau d'objet au-delà de la critique. Cela a une importance majeure sur nos imaginaires et on ne peut pas le débrancher comme ça.
Me revient aussi une autre image magnifique, peut-être le plus réussi du périphérique, c'est quand on passe, je ne sais pas si c'est couvert complètement maintenant, c'est vraiment une expérience d'enfance, c'est quand on passe sous le Parc des Princes et on voit les gradins en porte-à-faux, on est entouré de la lumière orange des lampes à sodium et on voit les gradins en porte-à-faux. Et c'est tellement, enfin le porte-à-faux est tellement une expérience du sublime architectural, peut-être depuis, je sais pas, la tour de Pise ou l'effet de perspective quand on est presque toujours en porte-à-faux, et un endroit sublime en fait, où on sait que c'est vraiment du sublime pur, on sait que c'est pas humain, on sait que c'est pas bien, on sait qu'on n'aimerait pas que cette chose existe, mais malgré tout, ça nous obsède. Après, imaginez d'autres choses. Moi, je projette faire le tour de Paris en courant par le boulevard des Maréchaux. C'est vrai que je préférerais par le périphérique, mais ça rajouterait 5 km, je crois. Et puis il y a aussi ces vidéos, j'y pense aussi, il y a ces vidéos géniales celui qu'on a appelé le Prince Noir, qui était le fameux motard qui en 86 ou en 87 avait fait le tour du périph', je sais plus, en 20 minutes ou 12 minutes, et dont le record est tombé en 2006. Et puis après, il y a eu des reportages, on a découvert l'identité du Prince Noir. Il y a toute une légende noire comme ça du périphérique, où c'était devenu... c'est l'époque, en fait, dans les années 80, où il y a tellement de motards qui se tuaient qu'on a fini par fabriquer un circuit pour motards à côté de vers Aulnay-sous-Bois, circuit Carole, pour un peu limiter l'accidentologie des motards. Mais chose comme ça qui me parle, c'est une sorte d'imaginaire chevaleresque, bref, comme ça, des années 80, où c'était l'enjeu de faire ces vidéos. Alors Laurent, est-ce que je peux vous proposer de réagir aux propos d'Aurélien? Attendez, je vous cache un peu sur ce qui vient d'être dit sur le périphérique et ce qui... En fait, c'est marrant parce que ce que vous dites sur la comparaison entre le périphérique et Notre-Dame, la personnification de tels objets et la personnalité du coup qui en ressort. Donc si le périphérique avait une personnalité un peu propre comme ça, qui donc suscite beaucoup d'amour et beaucoup de désamour des uns et des autres, qu'est-ce que ça pourrait nous dire, ou quel type de personnalité se dégage de ce que rapporte Aurélien? Par rapport au Prince Noir, je me demandais, Aurélien, s'il y avait des gens qui avaient tenté le même genre de performance, mais en remontant le périphérique à l'envers. Si j'imagine. Je sais que le Prince Noir l'a fait à 5h du matin en calibrant vraiment bien son horaire pour avoir le moins de voitures possible. Je pense que c'est possible. Ah, mais vous dites à contresens. À contresens. Ah oui, contresens, ça serait mieux. Mais c'est le truc dans le livre des records, il n'y a pas les records dangereux, il n'y a pas les records de boulimie. En fait, on ne saura jamais. Ouais, c'est dommage parce que c'est une belle performance, mais par rapport à la patrimonialité, l'idée de rentrer dans le patrimoine pour le boulevard périphérique, je pense qu'on est dans la même logique que les musées industriels, les friches industrielles, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre que l'automobile disparaisse pour pouvoir en faire un lieu muséal. Et ça, c'est pas gagné. Peut-être qu'il faudra attendre. Excusez-moi, je suis découragé. Après, il peut y avoir une évolution de type autodrome de Montlhéry. L'autodrome de Montlhéry était un énorme enjeu pendant plein de temps. C'était l'endroit où on faisait les records de vitesse, etc. Et puis l'autodrome de Montlhéry aujourd'hui ne sert plus qu'à l'exhibition rituelle de vieilles voitures et n'a plus aucun enjeu en termes de performance automobile. Il faut se rendre compte qu'en fait Paris a cette espèce de chance prodigieuse d'être une des rares villes au monde qui est construite, de façon aussi parfaite peut-être, ouais, autour d'un anneau de vitesse, quoi. Et que peut-être qu'on est construit comme une des plus jolies expériences que j'ai eues récemment de la région parisienne, c'était un dimanche. J'étais rentré sur l'hippodrome de Longchamp et j'étais au cœur de l'hippodrome, on voyait la Défense au loin et c'était magnifique, je ne savais même pas qu'on pouvait y rentrer. En plus il y a des tunnels, je crois, pour ne pas déranger les chevaux, donc on est vraiment dans une sorte de Paris au carré, et se dire qu'en fait Paris aura peut-être la chance de vivre à l'intérieur d'un anneau, et qu'autour on pourra lancer les derniers moteurs à explosion du monde quand ils auront été interdits. Pourquoi pas? Moi, je vais parler de manière hyper rationnelle par rapport à ce périphérique. C'est que j'en ai une vision d'une grande utilité. Je suis désolé parce que vous en parlez de manière belle, poétique, etc., que je peux totalement avoir et comprendre et avoir. Mais je voudrais juste
Moi, je me suis un peu énervé il y a quelques semaines sur une tribune qui est parue dans Le Monde d'un mec qui voulait détruire le périphérique, qui s'appelle Gaspard Genser, et qui vient après d'autres tribunes, d'autres actions qui veulent toujours détruire ça, comme si c'était une espèce d'action permanente au cours des siècles, de dire quels sont les remparts, quels sont les machins successivement, et faisons la vie plus lointaine, etc. Faisons la vie plus lointaine. Mais c'est mal connaître un peu le système qui fait que, ayant beaucoup circulé en voiture, en vélo, à pied, en courant, etc., dans toutes ces parties-là, de dire que Paris a connu, vous le savez, tout le monde le sait, a connu Haussmann et Bienvenu. C'est-à-dire l'un qui a structuré la surface de manière absolument géniale et Bienvenu en dessous. Et de l'autre côté du périphérique, ils n'ont pas connu Haussmann et ils n'ont pas connu Bienvenu un petit peu, mais très peu. Ils l'ont un peu rencontré, mais à peine. Et de dire, c'est pour ça que j'en parle de manière rationnelle, un peu historique presque, c'est de dire que pour aller de Clichy à Pantin, il n'y a que le périph'. C'est-à-dire vous avez les faisceaux ferroviaires qui font des saignées définitives, c'est-à-dire quand on va vers le nord, qu'on va vers l'est, ou depuis la gare Saint-Lazare, grosso modo, il y a 3 grandes saignées comme ça, qui sont infranchissables. Et finalement, ce périphérique avait été fait pour aller de Lille à Marseille. Maintenant, c'est repris par la 86, par la Francilienne, etc. C'est avant tout, enfin, c'est maintenant un objet technique extraordinaire de cette très proche banlieue. De cette très proche banlieue, c'est-à-dire c'est un sujet, alors je pense que tout vient de la détestation du périphérique, vient aussi de ce qui roule dessus, c'est-à-dire on sent le moteur à explosion, la pollution, le machin, etc. Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais une fois qu'on a oublié la nocivité de ce qui roule dessus, on peut le voir de manière totalement différente. Et qu'il reste à la fin ce qu'on aime quand on roule, qu'on aime quand on se promène, c'est-à-dire une vue absolument incroyable. J'adore particulièrement une espèce de grande ligne droite qui va de la porte de la Villette jusqu'à la porte Pouchet ou un peu plus loin, vers Clichy, qui est un peu en hauteur, une espèce de tapis volant extraordinaire, qui met comme une avenue toute droite, en symétrie quasi parfaite, la vision qu'on a de Paris avec Montmartre comme point d'orgue, et puis Montmorency plus loin. C'est la seule avenue appartenant à Paris qui donne un regard sur l'au-delà de Paris, quoi. De temps en temps, on voit la porte de Bagnolet, c'est vrai, au bout d'une rue, ou bien la Défense ou les Champs-Élysées, mais c'est un lieu qui met vraiment dans une équivalence sublime ce rapport-là. Donc je voudrais juste dire que on est dans une parfaite utilité, une nécessité par rapport à cette proche couronne qui n'a presque que ça pour être en relation l'une avec l'autre. C'est-à-dire tout le monde ne peut pas monter dans ce tramway très sympathique, etc. Donc c'est une parfaite utilité. Mais en même temps, c'est un lieu sublime et il est beau en tant qu'objet et beau en tant que promesse de transformation qui de dire là, il y aura une architecture qui ne sera pas faubourienne. Ce qui pourrait être fait, ce qui commence à être fait. De dire que là, on peut avoir du Blade Runner ou même des choses qui sortent de ce confort intellectuel petit bourgeois de la construction de Paris. De ce système très, comment dire, un peu trop simple. Donc voilà, c'est juste une vision du périphérique que je peux avoir en disant avant tout, c'est l'objet utile qui peut rattraper tout ce qui n'a pas été fait pendant des décennies. Je pensais à un truc, c'est que la dernière fois que je l'ai franchi à pied, c'était à la Cité internationale, et je suis arrivé à Gentilly, et j'ai voulu croire en fait que les deux territoires étaient joints, et le premier bâtiment sur lequel je suis tombé à Gentilly, alors que j'avais avancé de 20 pas en dehors de Paris, c'était pour la non-fermeture d'une école suite à une baisse des dotations de l'État. Il y avait marqué défense des territoires, et c'était le Val-de-Marne qui affirmait comme ça sa puissance en disant non, je veux exister en tant que Val-de-Marne. Donc j'étais plein de bonne volonté, j'étais prêt à croire que c'est amusant en fait de voir des effets de résistance quasiment immédiats, quoi. Gentilly n'a pas, enfin on imagine toujours le grand fantasme parisien d'abolir le périphérique, etc. Gentilly n'a pas du tout envie de devenir un arrondissement parisien. Ouais. Ah oui, ça préserve la banlieue. Souvent, c'est les territoires comme Saint-Denis, par exemple, qui désignent en tout cas la porte de la Chapelle comme le confin de son territoire. Donc il y a effectivement un positionnement de regard. Et peut-être que Jean, sur cette désignation un peu d'un objet dit comme coupable, en tout cas de beaucoup de mots dans la ville, est-ce qu'ailleurs dans le monde, il y a le même regard, ou est-ce que c'est un peu plus assumé et ça fabrique une ville qui est différente
dans sa relation ville, mobilité, infrastructure? Bon, ce qui se passe, un point saillant dans le monde actuellement, c'est finalement le résultat loupé de l'ingénierie française des années 70, où on a vendu des métros à tire-larigot aux plus grandes mégapoles du monde, qui bien évidemment n'avaient pas les moyens de se le payer, et ont construit une ligne qui a continué de se battre en duel pendant 20 ans. Et là, finalement, on arrive maintenant, que ce soit à São Paulo, dans la plupart des grandes villes indiennes et ailleurs, à des équipements en métro qui sont intéressants. La plus grande ligne de métro automatique au monde va être à Hyderabad, en Inde, 70 km, gérée par Keolis, notre major français. Et donc ça crée une pression très très forte sur la mobilité, bien évidemment l'urbanisation très très forte, donc de plus en plus de monde dans les villes. Mais maintenant, on arrive à un seuil où on a un vrai réseau de métro, avec un vrai effet réseau. Et tout ça, ça induit, ça accompagne le développement urbain. Et dans les pays émergents, on est dans un développement qui est un développement en archipel, c'est-à-dire qu'on passe d'un archipel à un autre. Et toute la périurbanisation, elle est faite de grands îlots. Et en même temps, ça intensifie la problématique qu'on a tous, qui est la problématique du dernier kilomètre. Et donc tout ça, c'est accompagné par aussi la construction de flyovers dans les plus grandes des périphéries. Mais en même temps, localement, on a cette intensification et cette segmentation de la nécessité du dernier kilomètre. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit dans l'équivalent des PDU à Surabaya, à Bangalore, à Recife, on voit des projets de tramway, des projets de pistes cyclables, des projets d'electronic road pricing, de péage urbain, etc. On a finalement toute la palette et toute la boîte à outils mondiale qui s'est complètement diffusée. Enfin, la palette entre guillemets occidentale qui s'est diffusée mondialement. Et donc on a un espèce de chaos qui est en train de plus ou moins de se réguler, et avec des pépites qui sont en train de monter, notamment des gens qui sont encore capables de faire des beaux écoquartiers bien dessinés, notamment en Inde, avec une vraie qualité urbanistique, architecturale, et puis des solutions complètement écosystémiques, c'est-à-dire qu'on trouve en Bangalore ces poches en pleine ville. Donc les métros dans ces pays-là sont plutôt en viaduc, donc des infrastructures, et puis alors des tailles de stations qui sont proportionnées à l'échelle du pays, donc des stations immenses qui font 200 mètres de long, couvertes de béton, assez intrusives. Mais en même temps, il y a ce qui pousse du sol, des initiatives assez intéressantes, avec des écoquartiers de 70 à 90 ménages, très bien conçus, et dans lesquels, naturellement, s'est installée comme deuxième voiture, une voiture électrique. Donc des gens qui ont des consciences, qui essayent de changer leur vie et de tester par eux-mêmes. C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on est globalement dans une situation relativement mondiale, dans une situation d'innovation, dans une situation de test, où dans beaucoup de pays, les gens ont envie de changer les choses. Là, on parle du périph' à Paris, c'est qu'on a envie de changer, au moins changer son regard. Et dans beaucoup de pays, les gens sont à la recherche de cette innovation. C'est peut-être pour ça que l'innovation est devenue complètement le mot à la mode, mais il y a un flou complet où les gens cherchent d'autres solutions. Et ils cherchent d'autres solutions parce qu'on est sous pression. Je pense qu'effectivement, dans le format de la présentation et le temps imparti, j'aurai pas le temps de vous faire des présentations, mais c'est mieux d'en parler. Et je crois que globalement, on est sous une pression de ressources. Donc nous, on le voit dans notre vie confortable quotidienne, qui est une pression monétaire, une pression de temps, une pression d'espace. Et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas, ce qui est la pression des ressources naturelles, du lithium pour les voitures électriques, de l'eau, de l'électricité même plus basiquement. Et on a surtout l'impression que finalement, on peut laisser le robinet ouvert, on peut laisser allumer toute la nuit. De toute façon, il y en aura toujours, il y aura toujours l'électricité toujours. En fait, c'est pas vrai. On est sous contrainte. Quand même. Alors on commence à en prendre conscience, mais globalement, le message, c'est qu'on est dans une espèce de jeu à somme nulle, avec une pression constante de ressources, où il ne va pas falloir économiser plus. Un exemple sur l'accessibilité. On retire la voiture à Paris, dans les grandes métropoles, voilà, et puis on imagine, on est tous dans une pression d'accessibilité croissante. On a besoin d'accessibilité. Quand je dis accessibilité, elle n'est pas forcément physique, mais c'est le fait d'accéder à quelque chose, à une ressource, une information, un contact, même de manière virtuelle. Donc on règle le problème de la pollution, on ne se déplace plus en voiture, on ne bouge plus. Qu'est-ce qu'on a? On a effectivement
effectivement Internet, etc. Et c'est là qu'on découvre qu'un data center, et puis bien évidemment les données, elles sont en train de se démultiplier par jour. Le moindre geste, le moindre mouvement, on est tout de suite data orienté et utilisé. Un data center de 10 000 m², ça consomme l'énergie d'une ville de 50 000 habitants. Donc déjà, quand on dit ça, ça refroidit. On va peut-être reprendre sa voiture. 2 clics sur Internet, ça produit autant de CO2 qu'une bouilloire pour faire bouillir de l'eau, faire du thé. Donc on voit qu'on est dans une problématique de croissance qui n'est pas raisonnable. Excusez-moi. Un autre exemple, le e-commerce. Je regardais les chiffres, notamment par rapport à la question du e-commerce. 14% de croissance au Royaume-Uni, 14% de croissance en France. Donc des livraisons, des colis avec des délais absolument ahurissants du jour au lendemain. Au Royaume-Uni, le e-commerce avec ses 14% de croissance, rien qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une centrale nucléaire et demie. Donc en 2035, ils ont calculé que la totalité de la consommation électrique, elle sera engloutie par le e-commerce. Donc quand on réfléchit à tous ces problèmes-là, il faut effectivement élargir, aller beaucoup plus large et se dire attention, où est-ce que je vis, comment je vais gérer ces données-là. Et on voit que finalement, qu'en tirant le fil de la mobilité, on tire le fil de l'énergie, le fil de la connectivité, le fil de l'espace, le fil du temps, et que tout ça est interrelié. Donc comment on fait par rapport à un projet, par rapport à une problématique, pour avoir cette approche écosystémique et relier les domaines les uns avec les autres, avec, je dirais, le plus de respect et le moins d'empreintes possible. Bon, c'est des perspectives... C'est des perspectives joyeuses. Non, c'est des perspectives joyeuses parce qu'on sait qu'on est quand même géniaux en tant qu'être humain et que même si toute la technologie ne va pas nous sauver, on est quand même capable d'avoir des ressources technologiques, des ressources d'organisation et d'intelligence qui vont, si on en a vraiment conscience, pouvoir nous réadapter. Le vrai problème, c'est un problème de conscience. C'est-à-dire que dès qu'on bouge le crayon, il faut savoir qu'on est en train de déplacer plein d'autres choses. En même temps, il faut en avoir conscience. Et ce qui serait intéressant, je pense, Jean, c'est qu'on puisse voir avec la NPU comment, pour se recentrer sur la question du périphérique au début, mais juste pour se recentrer sur la question du périphérique avant d'élargir, parce que ce qui est intéressant avec le regard que tu as, c'est qu'on puisse voir, nous, les problématiques sur lesquelles on travaille ici et auxquelles on est confrontés. Bon, là, il y a la question du périphérique, mais la question de la transformation des autoroutes et des infrastructures, en fait, de manière plus large, c'est celle qu'on se pose. Et de voir comment toi, ensuite, tu pourras nous éclairer, en fonction de ce que va nous dire aussi Laurent, éclairer avec les exemples internationaux de ce qui se passe ailleurs, de ce que tu vois sur comment on appréhende les questions de mobilité et d'infrastructure de manière plus systémique, comment ça peut nous éclairer sur nous, ce qui se passe ici, et sur nous, notre approche des infrastructures et des infrastructures métropolitaines. Et comme en plus tu fais partie des équipes qui travaillent sur la question de la transformation des voies rapides du Grand Paris, que tu puisses nous dire aussi sans dévoiler ce qui se passe, mais comment toi tu appréhendes ces questions-là avec un regard plus international. Peut-être que je passe la parole à Laurent qui s'est habillé. Voilà, pour essayer de nous expliquer comment on peut un petit peu s'en sortir de toutes ces histoires de périphérique avant que Jean nous fasse rêver avec un monde meilleur qui arrivera dès demain. Laurent, je vous passe la parole. Et puis, oui. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir alors même qu'à la NPU on n'a pas vraiment psychanalysé le périphérique. Ce qu'on va vous montrer là, c'est peut-être quelques pistes de projets dont l'agence pourra s'emparer, bien sûr, si elle le désire. Donc on a résumé ça au travers. Peut-être vous pouvez le porter parce que j'ai un peu mal au dos, j'ai un lumbago et je ne peux pas me poser si bas. Ça va, c'est pas trop lourd. Vous voulez le poser là? Je peux là-dessus. C'est une effigie normalement. C'est sûr. Attends. Ah, pardon. Essayez aussi de. Est-ce que vous pouvez aussi baisser la tête pour que j'en
voit bien l'image. Donc, et moi j'ai le mec là pour. Alors attendez, on va faire un petit coussin. Voilà. Donc on a rassemblé ça. Attention, ça c'est une souris qui essaie de s'échapper. Donc là, on va rassembler ça autour d'un. Aïe, mais non, donc, voilà, donc on a résumé ça au travers d'une présentation qui vous est proposée par l'ANPU, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, et par le collectif Exist, qui est donc l'agence à l'initiative de ce projet. Parce qu'il faut savoir que les recherches que vous allez découvrir à l'instant, eh bien, elles font partie d'un plus vaste projet et ont consisté à psychanalyser le monde entier, qu'on voit donc ici. Et ce donc au travers d'un plan triquinquennal, soit 15 ans, un plan qui devrait voir son aboutissement le 24 décembre 2023, c'est un vendredi je crois, à 23h à Genève, devant le siège de l'ONU. On voit ici. Venez nombreux, puisqu'un vin chaud vous sera proposé lors de la proclamation des résultats. Alors pour l'instant, on a psychanalysé une centaine de villes et de territoires. Des gros morceaux, j'ai envie de dire, comme Marseille, la communauté urbaine de Bordeaux, la Cube, lors de l'opération Bouillon Cube, parce qu'on essaye de chercher un titre accrocheur pour attirer les populations pour pouvoir de nos travaux. On travaille aussi sur des petites villes, comme ici Parthenay, opération Parthenay particulier, Fécamp, fait quand même pas mal, Hénin-Beaumont, Terry-dans-la-Demeure. On a travaillé sur des régions entières, la Camargue, l'île de Ré, le Calvados. Et aussi, on a fait des incursions à l'étranger, Helsingør, au Danemark, Helsingborg, en Suède, Charleroi, Mons, Bruxelles, en Belgique, Genève, Alger, Tunis, Casablanca. Et donc, par rapport à la question du Grand Paris, de Paris, on a fait un peu le tour de la question, physiquement parlant. D'abord, en psychanalysant deux villes nouvelles, donc Cergy-Pontoise et Melun-Sénart. On a également travaillé à Vélizy, Villacoublay, bien évidemment, et aussi Saint-Denis, qui est une ville assez fantastique, à cause, bien sûr, de son père fondateur, le fameux Saint-Denis, qui, semble-t-il, s'est fait couper la tête du côté de Montmartre, mais il a réussi, avec sa tête sous le bras, à se traîner jusqu'au futur emplacement de la ville, ce qui montre déjà à l'origine la dimension vraiment miraculeuse de cette ville. Une ville qui, évidemment, se prend beaucoup la tête, vu son origine. Et puis on a travaillé à Drancy qui a vécu un destin tragique, tellement finalement elle était innovante au niveau de l'urbanisme, puisque c'est là qu'ont été construites quasiment les premières tours d'habitation de l'histoire de l'urbanisme français, sauf que les travaux se sont mal passés. C'est la gendarmerie qui s'est installée là-dedans, et cet endroit a servi donc de camp de transit lors de la Deuxième Guerre mondiale pour les populations juives. Donc chaque fois qu'on arrive sur un territoire, on étudie l'histoire pour découvrir les traumas de la ville, pour essayer de dresser une sorte d'arbre généalogique, de détecter les névroses avant de proposer des traitements. Et concernant toutes ces villes, on s'est aperçu plusieurs fois qu'il y avait eu des tentatives, beaucoup de tentatives, plus ou moins réussies, de faire le Grand Paris. Là, la plus réussie a été incontestablement, elle remonte aux années 60, avec le général de Gaulle, qui va se retrouver avec son collaborateur aux manettes, aux commandes de cet hélicoptère. Ils vont survoler la région parisienne et s'apercevoir que c'est une sorte de grande tache d'huile qui se répand un peu partout dans un mélange effrayant de bidonvilles avec des encombrements routiers. Voyant cela, le général dit à son collaborateur « Rangez-moi tout ce bordel !» Et ce collaborateur, ce n'est autre que le fameux Paul Delouvrier, un homme à poigne, puisque c'est l'ancien consul d'Alger. Et rentré à la base, il va lire les œuvres complètes du baron Haussmann, notamment L'homme de la maison, avant de revenir à la base et de dire au général « Général, j'ai besoin de deux choses, un chéquier et une équipe très réduite, 2 ou 3 personnes, pour travailler dans le plus grand secret et ainsi éviter les risques de la spéculation. »
On était dans un modèle complètement antidémocratique. Ce qui fait que 3 ans plus tard, Paul Deveau-Louvrier revient avec 3 axes de travail pour faire le Grand Paris. Tout d'abord, construire 5 villes nouvelles à une distance critique de 40 km de Paris, avec des villes tuteurs, des villes qui accueillent, comme ici Pontoise, qui accueille Cergy, ça fait ceci, ça fait ça. Deuxième axe, un réseau RER, avec, on le voit, une ligne D qui était déjà en retard, alors même qu'elle n'avait pas été construite. Et pour terminer, la fin des travaux du boulevard périphérique, des travaux qui avaient été entamés à la fin des années 50, quand on monte le trou de la porte Chaillot. Alors, psychanalytiquement, le périphérique est déjà intéressant lacaniquement, puisqu'on y voit le père iférique, le père iférique, comme si inconsciemment ce père qui devait être le général, y faire un hic, c'est-à-dire un hic urbain, une maladresse, une sorte d'hérésie urbaine. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est bien sûr de revenir sur la dimension historique du périphérique, puisqu'il s'inscrit dans une longue lignée d'enceintes de remparts qui commence, on le voit ici, sous les gallo-romains, avec une enceinte qui entoure l'île de la Cité, ce qui montre bien que la ville de Paris est née sur la Seine, ce qui a donné un côté très théâtral à ses habitants encore aujourd'hui. Deuxième enceinte, on la voit, elle encercle une partie de la rive droite, puis après, au XIIe siècle, c'est la Philippe Auguste, l'enceinte Philippe Auguste, qui donne un visage intéressant, une sorte de visage à la ville de Paris, avec des lunettes. Et puis après, c'est Charles V, Louis XIII, qui entoure, on le voit ici, le jardin des Tuileries. Et puis, c'est fin du XVIIIe siècle, le fameux mur des fermiers généraux, qu'on retrouve sur le document suivant en bleu, et qui est là, sans bleuti aussi, un hic urbain, puisque sa vocation n'était pas militaire, mais elle était destinée, cette installation, à recueillir des impôts via 53 portes, je crois, designées, c'est-à-dire construits et dessinés, par Nicolas Ledoux. Ce qui fait que cette installation va provoquer la colère des Parisiens, au point que, d'après ce qu'on nous a dit, le mur des fermiers généraux a été rebaptisé le mur des fumiers généraux. Beaumarchais, c'est ça qui va dire le murmurant Paris rend Paris murmurant. Et pour certains historiens, il s'agit là d'un élément déclencheur de la Révolution française, puisque les travaux sont achevés, je crois, en 1787. Et puis, pour terminer, 6e épisode des enceintes, c'est l'enceinte Thiers, qui naît avec le trauma de 1814, où la ville avait été envahie par les soldats prussiens, des soldats en rut, j'imagine, qui ont terrorisé la population, ce qui a incité les Parisiens à faire cette enceinte dont les travaux s'achèvent en 1841. Et ça en fait aussi un hic urbain, puisqu'à l'époque, c'est le début de la révolution industrielle, c'est l'apparition du train. Un peu partout en France, on démontait les remparts pour accueillir le train. C'est comme si un peu partout, les villes enceintes se faisaient défoncer l'arrière-train par un train pour accoucher de nouveaux faubourgs. Alors que Paris fait tout le contraire en s'enfermant dans ce qui va devenir une prison avec la guerre de 1870, le siège de 1870 et la tragédie de la Commune. Il n'y aurait peut-être pas eu de communisme du tout s'il n'y avait pas eu cette mauvaise idée de Thiers. Thiers, c'est aussi la belote, enfin bref, ça reste à creuser. Ce qu'il faut retenir, que ces remparts ne vont servir à rien non plus pendant la guerre 14-18, et qu'on va commencer à les démanteler en 1920, créant une sorte de no man's land autour de la zona non edificandi, en vert, on la voit presque pas sur le dessin, là où vont habiter des populations déshéritées qu'on va appeler d'abord les zoniers avant qu'ils ne deviennent les zonards. Et c'est autour de cette zone qu'on va donc construire le boulevard périphérique, qui sera donc inauguré le 25 avril 1973.
lors d'une cérémonie en grande pompe, d'une inauguration assez étonnante, puisqu'elle a été mise en scène sous la forme d'un bouchon. Ce qui pose déjà, dès la naissance du périphérique, l'idée que c'est un hic urbain. Ça a provoqué des encombrements. Et ce hic urbain se confirme aujourd'hui en restant, pour beaucoup de gens, pas tout le monde bien sûr, une sorte de rempart symbolique, rempart inconscient, qui cantonne finalement encore aujourd'hui Paris dans son côté ville enceinte, qui doit aujourd'hui accoucher d'un nouveau projet qui peut permettre au Grand Paris d'émerger finalement. C'est pour cela qu'en pensant à la dimension sphérique du boulevard périphérique, on a pensé bien sûr à un anneau d'alliance, une sorte de bague de fiançailles qu'on pourrait offrir à la banlieue, en signe de réconciliation. En mettant ça en perspective avec les enjeux environnementaux que l'on connaît, et en interrogeant autour de nous l'inconscient, on s'aperçoit qu'on peut s'inspirer peut-être du fait que ce périphérique est quelque part, métaphoriquement parlant, posé sur le bois de Boulogne d'un côté et le bois de Vincennes de l'autre, et l'inverse. Le tout nous faisant imaginer un parc urbain, bien évidemment, c'est un peu la tendance des propositions aujourd'hui, qu'on a baptisé le Circle Park, le parc en forme de cercle, en référence au Central Park, qui permettrait de créer une centralité entre Paris et la banlieue. Ça pourrait être un centre urbain en forme de parc. Mais on a décidé d'aller plus loin en intégrant dans le projet les deux parcs en question, qu'on connaît bien, pour former The Tricycle Park, pour inviter les adeptes de Mickey peut-être, parce que c'est un peu une tête à l'envers, une tête de Mickey à l'envers, mais aussi aux cyclistes à intégrer le projet, mais pas seulement. Parce qu'en additionnant les 35 km du périphérique, et les 3,5 km ici, et les 3 km 695 ici, ça nous ferait une distance de 42 km 195, soit la distance parcourue par le marathon. Et c'est évidemment cet espace qui devrait servir aux Jeux Olympiques pour y faire le marathon. Et ainsi donner une envergure internationale à ce projet d'aménagement. Alors bien sûr, je vous sens perplexe. Mais bien sûr que cette proposition révolutionnaire doit être accompagnée, et je vous rejoins tous les deux, bien sûr, par une révolution au niveau des transports. Et c'est pour cela que pour compléter cette proposition, on s'est inspiré de ce projet qui remonte aux années 1960, où l'idée à l'époque était de refaire un périphérique à l'intérieur avec des médianes qui rentreraient à l'intérieur de la ville, les fameuses pénétrantes. Mais nous, on préfère s'inspirer d'une enquête qu'on a donc faite à Marseille, une ville, on le sait, quasi polynévrosée, surtout parce que, à cause du transborder qui jadis enjambait le vieux port, et qui était un peu la tour Eiffel, l'affirmation du moi là-bas, et qui a été malheureusement détruite lors de la guerre 39-40. Lors de cette enquête à Marseille, on a aussi détecté dans l'arbre généalogique de la ville une sorte de grand-mère en la personne de Gaston Defferre, qui a été un grand-maire pour la ville, qui a régné pendant 40 ans, qui était assez facétieux puisque c'est le dernier homme politique de cette envergure à s'être battu en duel, tout en fréquentant toutes sortes de chefs d'État, de diplomates, de rois, de princes, même des empereurs, en la personne par exemple de César, le sculpteur compresseur. Et comme c'est une ville qui là aussi souffre d'énormes problèmes de circulation automobile, on s'est inspiré de César pour, à l'époque, proposer aux Marseillais de venir sacrifier leur voiture dans une césarienne, afin que les voitures soient transformées en des sortes de blocs de métal avec lesquels on pourrait fabriquer les piliers d'un téléphérique de deuxième génération, un téléphérique qu'on a donc baptisé le Transborderline, en hommage au Transborder vu précédemment et au côté borderline de la ville. Et ce projet, on l'a décliné à la fois pour ressusciter le Transborder,
pour relier les quartiers de Marseille entre eux, et aussi pour donner un squelette à la métropole qui en a bien besoin au travers d'un réseau THC pour transport hors du commun, les transports de deuxième génération. Et ce projet, bien sûr, on l'a décliné dans toutes sortes de villes qu'on a étudiées, comme ici à Rennes, où a été inventé le Minitel, là à Alger, avec des cabines en forme d'antenne parabolique, là c'est la Drôme, ici c'est Hénin-Beaumont, là c'est le Léon, où les cabines ont été designées sous forme de grains de raisin, et les stations sous forme de grappes de raisin alimentées par des éoliennes habilement déguisées en moulins. Le tout donnant un très beau cachet au paysage. Et bien sûr, on a aussi pensé au transport que ramènent les autoroutes et les périphériques. L'idée étant donc à ce projet de Tricycle Park de ramener un maillage de THC, ce qui donnera à peu près ceci. Voilà en gros le projet qu'on voudrait bien sûr proposer à l'agence Leclerc, qui là, caniquement parlant, est très intéressante parce que l'idée, ça serait de libérer Paris, comme l'a fait votre glorieux aîné, le général Leclerc. Et je pense qu'en plus, avec l'agence Leclerc, non seulement le projet va marcher, mais va super marcher. Merci de votre attention. Donc François, je te propose de réagir. Non. Spectacle. Vous voulez qu'on fasse d'autres propositions? Peut-être une dernière proposition, c'est... Ah, c'est trop tard. Non, ça va. C'est quelque chose qu'on a... ça peut vous inspirer au niveau des autoroutes, parce qu'on a travaillé sur la ville d'Aubagne, lors de l'opération Aubagnol, qu'on a baptisée comme ça, en hommage à Marcel Bagnol, qui est donc originaire de cette région. Et on s'est aperçu qu'on s'est retrouvé dans une ville encerclée par les autoroutes. Et on s'est amusé à imaginer requalifier une autoroute avec des barres de logement. Et on a calculé que si on débarrassait l'autoroute des voitures et qu'on posait 5 étages d'immeubles de chaque côté de l'autoroute et qu'on appliquait le procédé à l'ensemble du réseau autoroutier français, on pourrait loger 60 millions d'habitants. Et donc doubler la population du pays sans créer le moindre étalement urbain, en réalisant le fantasme de tout bon Français qui veut absolument vivre à la ville tout en étant à la campagne. Et ça permettait de résoudre à la fois la névrose automobile et le problème de l'étalement urbain. Et ça a été pour nous un soupir de soulagement. C'est pour ça qu'on a baptisé le projet pour autoroute astucieusement aménagée en habitation. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous emparer du concept aussi. Aurélien Bélanger, qu'aurait dit Bachelin de ces propositions? Moi, je m'étais amusé à faire le calcul si on monte les immeubles au gabarit haussmannien, on peut loger la totalité de la population française dans, je ne sais plus le chiffre que j'avais trouvé, mais c'était plus petit que l'Île-de-France. Je crois que c'est dans le bâti région parisienne tel qu'il est aujourd'hui. On peut facilement passer de 12 à 65. Et pour habiter au cœur d'un arrondissement sans espace vert, avec 5 personnes dans un 50 mètres carrés, c'est chiant, mais c'est possible. Donc voilà, et puis ensuite, alors vraiment rien à voir, mais j'ai été attiré, j'ai reçu un mail d'un auditeur un jour qui m'a dit que la seule chose à savoir sur l'automobile était le prix au kilo, et je me suis donc amusé avec cette histoire, et j'ai découvert que le prix au kilo de l'automobile était d'à peu près aujourd'hui, si on prend des voitures d'entrée de gamme de type Dacia, si je dis pas de bêtises, de moins de 10 € le kilo. Et en fait, 10 € le kilo, c'est plus cher que des patates, c'est moins cher que des fraises.
Et en fait, il y a quelque chose, on ne se rend pas compte. C'est à la fois fabuleux, hein, parce que c'est le produit de grande consommation par excellence, c'est qu'on a réussi à réduire les coûts pour arriver à ce chiffre faramineux. Mais fondamentalement, c'est pas normal qu'une voiture coûte moins cher qu'une fraise, en fait. Et donc, on se rend compte que, enfin, on voit, vous parliez tout à l'heure des tensions sur le marché du lithium, etc. On se rend compte qu'en fait, l'automobile redevient ce qu'elle a été au tout début du taylorisme. Vu que c'est une industrie qui a beaucoup souffert, qui est en crise permanente, qui a failli faire faillite il y a 10 ans, qui s'est relevée, etc., on est sur à peu près l'industrie qui est qui calcule le plus finement ses coûts d'achat de matières premières, etc., qui sont aussi ses coûts de lobbying. On voit quand Peugeot se rebaptise opérateur de mobilité, etc. On se rend compte qu'en fait, notre destin est beaucoup plus intimement qu'on pense lié au sort de l'automobile. Pas tant, je pense, pour des questions de déplacement, de choses-là, mais parce que... pour revenir au Roland Barthes des mythologies, parce que ce qu'on a fait de plus ressemblant à une cathédrale, ça reste la DS. Et là où on a, malgré tout, on pense que c'est les smartphones, les ordinateurs, etc., mais le coût au kilo des iPhones est ridicule, enfin ridiculement élevé. J'ai calculé, c'est de l'ordre de plus de 700 € ou de 7000 €, quelque chose comme ça. Donc bref, ce que je veux dire très simplement, c'est qu'en fait, il y a une métaphore assez exacte entre notre destin d'espèce sur une planète aux ressources très limitées et l'automobile. C'est vraiment l'automobile qui aspire le pétrole, c'est vraiment l'automobile qui aspire les matières premières, c'est vraiment l'automobile qui fabrique la révolution urbaine. On ne se rend pas compte à quel point on vit enfermé dans le coffre d'une voiture, en fait. Et c'est une industrie qui m'intéresse énormément en tant qu'industrie pour cela, parce que c'est celle où... non seulement on fabrique, enfin en fait, les deux chiffres sont corrélés. Si on arrive à fabriquer des voitures si peu chères au kilo, c'est qu'on en fabrique énormément. Et moi j'avais été attiré par la chose par une vue aérienne du parking de Kia ou Hyundai dans un état américain. C'était hallucinant le nombre de voitures. J'ai calculé, il y avait 10 000 voitures, et c'est même pas la production quotidienne de voitures au monde en fait. Et en fait on est sur des chiffres fous. Donc c'est pas un hasard si en fait tout nous ramène à l'automobile et que en fait toute métaphore impliquant le périphérique, etc., nous ramène au fait que il y a un pacte délirant qui a été passé entre notre civilisation et l'automobile. Et on le connaît, et c'est pour ça qu'on l'aime autant. C'est que qu'est-ce qui restera du XXe siècle, dans très très loin, des autoroutes, des tours et des voitures, enfin ces espèces d'expériences qui a défini un moment où la modernité était très précisément liée à ça, et pas à autre chose. C'est pour ça que quand on touche à un objet de type périphérique, de fil en fil, on tire absolument toute la chose. Mais la chose, je suis pas d'accord avec vous, la chose, c'est pas les serveurs, enfin c'est pas... On peut faire le calcul, mais on se rend compte que l'opérateur de changement massif, ça a été l'automobile, ça a été le déplacement très rapide d'un point à l'autre du globe, etc., à des conditions de plus en plus délirantes. Donc c'est pour ça que le périphérique, c'est une sorte d'arche d'alliance entre nous et le monde industriel, et c'est là où s'opèrent effectivement les réglages. Si on arrive à en sortir, ouais, il est peu probable qu'on y arrive, hein. Mais c'est intéressant. Je pense qu'il n'y a qu'un expert lié à Renault qui peut aussi réagir au propos d'Aurélien. Oui, non, je ne suis pas là pour faire de la réclame, heureusement. Mais non, ce que je peux rajouter à ce qu'a dit Aurélien, effectivement, je partage complètement cette vision-là. Après aussi, une voiture, ça se recycle à 95%. Donc sur le périphérique, je me suis amusé à regarder un peu les chiffres de la région parisienne, de la population, etc. etc. Et en fait, la région Île-de-France peuple la France, en fait. On est un outil de... Enfin, il y a un taux de fécondité phénoménal en région Île-de-France. On a depuis 99, 50 à 60 000 personnes en plus chaque année. Et on a un taux de croissance naturelle qui est assez phénoménal. Et en fait, la région Île-de-France, c'est une énorme machine à recycler de la population. C'est-à-dire qu'on a des déficits de population énormes par des jeunes ménages ou des retraités qui partent, qui sont à plusieurs centaines de milliers de ménages. Il y a 250 000 ménages qui quittent la région Île-de-France chaque année. Mais bien évidemment, il y en a plein d'autres qui arrivent, de France, de Navarre et de l'étranger. Donc c'est une énorme machine à recycler. Je me dis aussi, la mobilité, c'est dans du recyclage complet, quoi. Quand on voit les montagnes de vélos en free-floating en Chine, qui sont des énormes monceaux d'une matière à recycler,
les voitures à 95%. Donc on est complètement dans le flux. Et c'est peut-être ce qui va changer aussi, c'est que quand on parle de nouvelle mobilité, il faut prendre la question de la mobilité non plus comme un stock. C'est-à-dire un stock, c'est des objets immobiles qu'on stocke quelque part, donc dans des parkings à l'infini, etc. Mais c'est finalement considérer aussi la mobilité en flux. Considérer la mobilité en flux, alors ça peut aller très loin. Il y a le fantasme du véhicule autonome où finalement on dit il n'y aura plus de place de parking, on va avoir des véhicules qui vont tourner 24 heures sur 24, qui seront utilisés, partagés. On est bien sur le flux, mais là on est effectivement dans l'exagération. Et globalement, sans aller plus loin, la question des VTC, c'est une question de flux, c'est-à-dire arriver à se grouper à plusieurs, Uberpool ou autres, dans des objets qui vont tourner, ou en tout cas qui vont être en dynamique perpétuelle. Donc il y a cette question de la dynamique instantanée, du local, mais il y a aussi cette question de recyclage à plus grande échelle de temps, qui pour moi me pose question. Je pense que la problématique du périphérique, elle est totalement liée à ça. Je regardais aussi les autres chiffres de choses qui peuvent donner le vertige. Je crois qu'il y a un point important, c'est que maintenant on est tous solidaires les uns des autres. Quand je dis solidaire, c'est tout ce qui se passe dans le monde. Finalement, on a une espèce de schéma mondial et comment dire, c'est quasiment viral, je veux dire. Je parlais d'innovation et le besoin de changer, qui est devenu un besoin mondial, ou en tout cas une mode mondiale. Mais il y a aussi la manière de se comporter, de vivre la ville, qui a adopté des tendances mondiales. Quand je dis qu'on est tous liés, c'est effectivement des problématiques qu'il faut qu'on voit dans la requalification d'infrastructures locales. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? On est dans une grande promotion, une grande problématique d'accueil, d'attractivité de la France, première destination mondiale avec un objectif de 100 millions de visiteurs étrangers par an. On a le spectre des 5 millions de Chinois qui vont venir nous voir. On a 40 millions de touristes qui viennent à Paris. On est dans des densités de plus de 21 000 habitants au kilomètre carré qui sont quasiment des densités indiennes, dans un espace qui est quand même extrêmement resserré. Et on est dans une problématique de surdensification et de volonté de densification, de monter les étages encore de 3 niveaux. Et comment on va faire pour bouger? Pour bouger dans Paris. Moi, je travaille en grande couronne, hein, je mets un quart d'heure par jour de plus chaque année. Donc on voit bien qu'on a quand même du mal à prendre en compte les grandes influences extérieures, les grands changements extérieurs. Et on voit qu'on a plein de pourcentages en croissance d'un côté, plein de pourcentages en décroissance de l'autre, et qu'il y aura un moment ou un autre un problème d'alignement des planètes. En tout cas, au moins pour nos besoins quotidiens. Donc moi, ce que je vous proposais, c'était de décoller un petit peu avant de réatterrir. Donc effectivement, avoir cette vision mondiale de qu'est-ce qui se passe dans le monde, avec l'idée derrière tout ça de se dire quelle approche écosystème on peut avoir. Parce que je pense qu'effectivement, dans toute approche, je sais que les architectes ont cette approche-là, de voir large, de manière un peu encyclopédique, et surtout écosystémique. Donc moi, c'est aussi une manière que j'essaye de promouvoir. Organisation en archipel où on a une hyper-spécialisation. Donc finalement, là, on est dans le contraire, on est dans le camping éclaté, où finalement on a cette périurbanisation très très forte avec ces archipels, ces îlots. Et l'enjeu de la mobilité, c'est de passer d'un îlot à l'autre. Donc là aussi, une mobilité en archipel, d'un îlot très spécialisé à un autre. On parle bien évidemment d'un très gros mot qui est celui de la Smart Cities, avec un exemple justement en Inde. Voilà un exemple de Smart City en Inde. Alors on appelle ça brownfield, c'est-à-dire qu'on part de l'existant et l'objectif c'est effectivement d'arriver dans un ambitieux programme à transformer ces espaces existants, chaotiques, enfin pas si chaotiques que ça d'ailleurs, en véritable Smart City. Donc ça c'est le côté pile de l'Inde, et puis il y a le côté face en illustration, qui est là le Greenfield, c'est-à-dire conçu depuis la page blanche pour créer des vrais Smart Cities tels qu'on peut les rêver ou les imaginer, avec la ville nouvelle de Calcutta en bas, et puis des exemples d'écoquartiers. Donc on continue de se balader. J'illustre ce que je vous disais tout à l'heure avec ces émergences bottom-up, donc qui viennent du terrain, de concepteurs assez géniaux. Là, c'est un journaliste à Mangalore qui est complètement imprégné de questions environnementales et qui veut créer d'autres types d'habitats, et donc qui crée ces écoquartiers-là. Alors ce qui est intéressant, c'est
j'essaye aussi de revenir un peu à cet aspect écosystémique, c'est que là, naturellement, sans que ça ait été vraiment créé pour, la deuxième voiture est une voiture électrique. Donc les gens ont cette conscience de vouloir moins produire localement d'émissions, en tout cas, même si la plupart de l'électricité est produite au charbon. Ils font leur petite culture et ils vendent leur salade le week-end sur leur marché local. Enfin, ils ont une rupture assez intéressante. La suivante. Bon, tentative à plus grande échelle. Et puis des choses aussi intéressantes de la part de grands groupes qui sont en train de promouvoir cette mobilité je dirais, localement décarbonée, une voiture électrique. Donc ça, c'est Infosys, le siège à Bangalore, avec un étage de stationnement uniquement pour voitures électriques. Et puis ce qui est assez curieux, c'est plusieurs fois qu'on le voit, c'est que juste en face de ce parking-là, il y a un vendeur de légumes bio. Donc c'est assez interloquant. Vas-y, la suivante. Et donc je me dis finalement, est-ce qu'il n'y a pas une mobilité bio? Moi je l'ai appelée Organic Mobility, parce qu'on voit que finalement, manger bio et se déplacer en voiture électrique ou en vélo électrique, c'est assez cohérent en termes de comportement. C'est vouloir localement effacer une empreinte. Et donc il y a un certain nombre de fantasmes ou de revues qui montrent ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? La réalité, c'est bien celle-là, c'est des moyens de déplacement qui sont totalement variés, souvent très polluants, accidentogènes, mais finalement, dans la plupart des cas, qui marchent et qui ont une vraie efficacité de transport. Donc ça, c'est une source d'inspiration pour le futur, c'est comment est-ce qu'on peut apprendre aussi des pays du Sud pour créer des nouveaux modes d'organisation, et en plus des pays du Sud qui sont eux aussi en train d'évoluer très très vite, notamment sous pression et sous couvert du digital. Toutes ces activités informelles, notamment de mobilité, elles sont en train d'évoluer de manière très très importante, de se consolider dans la durabilité de leur business model par le digital. Qui donne de l'accessibilité, j'en parlais tout à l'heure, une accessibilité de la part du client, mais en même temps une accessibilité pour rendre ce service-là. La gestion de la ressource rare, effectivement, de l'eau ou de l'énergie, donc qui passe par différents modes, que ce soit de la distribution, du stockage, de la production alternative. Tout est bon pour trouver différents modes d'accès à la ressource. Alors ça nous amène petit à petit aux véhicules électriques, puisqu'effectivement, quand on parle de système de mobilité, on pense il y a trois composants majeurs qui sont les véhicules, les infrastructures et le management de ce système-là, qui maintenant sont en train de s'élargir et d'intégrer toutes les composantes d'énergie et de connectivité, le tout produisant et utilisant de la donnée. Je parlais tout à l'heure d'un schéma quasiment mondial. Là encore, on est sur Surabaya, mais il y a le C40 qui est là aussi pour faire de la publicité. Effectivement, tous ces pays, ces grandes métropoles, mégapoles de pays émergents rêvent ou fantasment sur un schéma de mobilité complètement abouti qui va du Mass Rapid Transit au vélo en free floating, en passant par le péage urbain et le tramway, etc. Alors qu'est-ce qui s'est passé en France? Il s'est passé quand même une chose intéressante en France, qui est une spécificité de la France, c'est le tramway. Le tramway fin des années 80, qui a été une vraie occasion de re-questionner la mobilité et surtout de faire du projet urbain. Il ne s'agissait pas tant de remettre à disposition une infrastructure technique qui était le tramway, mais aussi de reconfigurer des villes et de faire du vrai projet urbain. D'un point de vue fonctionnel et mobilité, ça s'est accompagné de déploiement d'offres de vélos. Et puis on voit bien tout ça amener petit à petit à une diversification des modes. Et donc le contexte dont je vous parlais actuellement, qui est cette intensification de la problématique du dernier kilomètre, elle vient justement de ce parachèvement des gros réseaux techniques qui finalement font qu'ils deviennent tellement efficaces en termes de distance et de portée qu'il devient insupportable de mettre une demi-heure pour aller se rendre et accéder à la gare. Et donc on voit qu'on a cette pression de segmentation et de diversification de modes pour le dernier kilomètre. Ce qui montre bien la croissance du vélo, en bike sharing, du VTC, etc. dans le monde. Alors en termes d'écosystème, et là on va se raccrocher petit à petit progressivement avec la problématique du périph', c'est qu'effectivement il y a la question d'avoir un vrai écosystème par rapport à la mobilité électrique.
Déjà sur la question des moyens de mobilité, donc bien penser, bien réfléchir depuis le tramway ou le métro jusqu'au vélo électrique, en passant par plein de modes intermédiaires qui finalement sont une occasion d'enrichir la mobilité au quotidien. Il y a la question de l'énergie, où la voiture électrique est aussi l'occasion de stocker de l'énergie qui va être produite par des énergies renouvelables. On a vu tout à l'heure les éoliennes qui nous ont été présentées. Ça produit de l'énergie, il faut la stocker quelque part. Et donc, il y a une vraie opportunité pour stocker cette énergie et la restituer au logement, à l'habitat, mais aussi à la ville ou à la smart grid, via le stockage dans ces flottes de voitures électriques. Donc un exemple, on parlait du Japon tout à l'heure. Suite à Fukushima, le gouvernement japonais a pressé Nissan de mettre au point, d'achever la mise au point de sa technologie de vehicle to home, donc de pouvoir réutiliser au moment de coupure d'électricité l'énergie dans la batterie de la voiture pour alimenter les petites maisons japonaises en électricité. Alors le troisième point par rapport à cette nouvelle mobilité, c'est de se dire, mais tous ces nouveaux modes de mobilité qui pullulent ou qui commencent à pulluler, c'est l'occasion de faire du projet urbain. Il ne faut pas les prendre, ils sont assez virtuels finalement. On voit quelques trottinettes garées, on a son smartphone, il n'y a rien de vraiment concret et de physique derrière tout ça. Mais ça peut être aussi l'occasion de re-questionner les espaces urbains, de les réaménager, faire du projet urbain. Donc quelques exemples pour se faire plaisir. Effectivement, avec cette palette qui elle-même se diversifie, qui a besoin, je dirais, d'infrastructures techniques pour stationner, pour se recharger, pour communiquer et montrer qu'elle est là aussi, pour l'utiliser. Vas-y. Et donc, c'est l'occasion aussi de refaire du projet urbain. On a eu l'exemple des tramways qui ont eu l'occasion de faire du méga projet. À une échelle beaucoup moindre, je pense que tous ces petits modes sont aussi l'occasion de se faire plaisir et de proposer du projet urbain. Qui peut aller très loin, qui peut aller sur la question des infrastructures, qui peuvent devenir des infrastructures positives de charge de véhicules, re-questionner la question des façades, qui peuvent être aussi pourvoyeuses d'énergie, etc., etc. Bien évidemment, tout ça en relation avec de la densité et le bon projet au bon endroit. Alors, un exemple aussi assez pervers, c'est la question du vélo. J'ai eu l'occasion de rencontrer Mobike, et en fait, ce qui est intéressant, donc un des grands géants du free floating de vélo qui se déploie dans le monde, ce qui est intéressant, c'est qu'il se présente d'abord comme une entreprise digitale. Alors, je ne parlerai pas trop de la Chine, mais la Chine fait peur par son appétit d'ogre sur la gestion de données, bien évidemment croisé avec la reconnaissance faciale. Donc, vous voyez tout de suite le résultat. Et donc, Mobike engrange 30 Tera de données par jour, ce qui lui permet d'être énormément efficace, de pouvoir faire des algorithmes prédictifs, donc localiser les vélos au bon endroit, pouvoir utiliser ses clients en demand response, en dire bah, tiens Léa, il y a le vélo là-bas qui est mal garé au fin fond de la rue, tu vas le chercher, puis tu vas le remettre dans le boulevard parce qu'on sait que demain il va pleuvoir et qu'il y aura peut-être un peu plus d'utilisation à telle heure, et donc tu auras un ride gratuit. Donc ils sont complètement dans ce système-là. On est dans Big Brother, effectivement, c'est quelque chose qui peut être tout à fait rassurant sur l'aspect fonctionnel et efficacité de l'offre, mais en même temps extrêmement effrayant sur la manière dont on va pouvoir utiliser les gens dans leurs moindres gestes et leurs moindres mouvements. Et alors effectivement, donc, ils sont dans énormément de villes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent toutes leurs données pour faire des cartographies, des histogrammes des villes dans lesquelles ils sont. Donc ils ont mis au point 5 modèles de vélos, en commençant, quand ils ne connaissent pas bien une ville, par y intégrer le modèle le plus robuste, et puis ensuite ils font évoluer la fonctionnalité du vélo. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a une espèce d'hybridation des acteurs, c'est-à-dire que ces acteurs de bike sharing commencent à s'intéresser au car sharing électrique, et éventuellement aussi ont pas mal de réflexions sur le véhicule autonome. Donc voilà le type d'histogramme qu'ils sont capables de faire. Ils savent que dans chaque ville, le contexte est différent parce que le climat est différent, la topographie est différente, les populations sont différentes, le climat, et ils savent exactement trouver le profil exact d'usage du vélo dans telle ville
Donc voilà, c'est justement ce croisement des données qui est une nouvelle chose. Donc une nouvelle chose à intégrer dans nos réflexions, qui peut rester assez virtuel pour nous, mais qui en tout cas est très concret dans beaucoup d'autres pays. Donc voilà, le tracking des datas, notamment en Chine, qui va jusqu'au projet urbain, c'est-à-dire que ça leur permet d'anticiper à une échelle très très locale de la congestion, de la disponibilité de parking et réguler les comportements des habitants éventuellement. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les datas, on peut le passer, c'est quelques chiffres. Et donc, effectivement, tout l'enjeu, c'est d'arriver à préserver ces écosystèmes ou à créer de nouveaux écosystèmes vertueux, c'est-à-dire que ne pas déplacer le curseur de manière trop déséquilibrée, mais bien faire que finalement tout ce qu'on fait puisse interagir de manière harmonieuse. Donc c'est un vrai défi, un vrai challenge. Et donc s'adapter sous contrainte, c'est aussi une question du périph'. Alors effectivement, j'ai fait un petit exercice aussi en liberté. Et donc je me suis dit, oui, il y a cette question du périph', mais derrière tout ça, on est quand même globalement dans l'enfermement. Il y a les hyperdensités dont je parlais de Paris. Alors j'ai dû perdre quelques traits de crayon entre-temps, parce qu'il n'y a pas que le périph', il y a le boulevard des Maréchaux, il y a la petite ceinture. Donc de toute façon, on est de toute façon hyper ceinturé autour de Paris. Et donc la question de supprimer ou pas supprimer le périph', effectivement, elle est assez bizarre cette question, puisqu'on a déjà un tel marquage, un tel enfermement que finalement ça ne se pose pas. Et c'est vrai que je rejoins assez bien vos idées de patrimonialisation dans le bon sens du terme du périph', de marque. Vas-y. Alors effectivement, après, il faut se poser plein de questions par rapport aux évolutions qu'on voit et à tout l'impact qu'on a. Donc effectivement, on voit que qu'est-ce qui se passe dans Paris? On voit que la circulation automobile, elle baisse de manière drastique, sur le périph' aussi, que les achats de voitures neuves sont plus ou moins stagnants, voire décroissants dans la grande couronne, et que plus on s'éloigne de Paris, plus effectivement ces achats de voitures neuves sont plus importants, parce qu'effectivement on croise ça avec une offre de transport public plus ou moins déficitaire, ou en tout cas peu satisfaisante. Que le vélo, c'est que 3% des déplacements, et 5% à Paris, mais qu'il n'y a que 4,2% des actifs parisiens qui vont travailler à vélo. Donc le vélo, globalement, pour le moment, ça fait pchit. Donc je ne sais pas trop ce qu'on va en faire. Sur les fréquentations de transport public, des chiffres aussi assez intéressants, où on voit quand même une baisse du trafic sur les RER et les trains, ce qui est assez surprenant. Du bus en petite couronne. Par contre, le tramway, effectivement, c'est ce qu'on a sur la corrélation du tramway, notamment dans les villes de province, mais on voit qu'on l'a aussi ici, c'est que le tramway était une occasion de stabiliser la fréquentation et le recours au transport public dans les villes de province, par la qualité de l'offre, par son confort et son efficacité. Alors on voit aussi qu'on est quand même sur la cocotte minute, hein. On a un nombre d'emplois en croissance aussi, 1% par an d'emplois. Le trafic des gares qui est aussi en croissance, avec des chiffres qui font tourner la tête, qui sont dignes de ce qu'on voit en Inde ou en Chine. Des grands centres qu'il faut absolument densifier encore plus, comme la Défense. 600 000 commuteurs par jour, c'est pas suffisant, il en faut encore plus. Puis on a une offre de transport qui est tellement pléthorique qu'on peut encore continuer à construire quelques tours. On voit que la croissance, j'en parlais, du tourisme, elle est aussi problématique. Plus des chiffres aussi assez intéressants à voir sur la fréquentation de la région Île-de-France et notamment de Paris, sur les congrès, etc. Et donc tout va bien sur ces objectifs de concentration urbaine à plus 15% en 2030. Donc comment va-t-on faire? Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que les réorganisations routières, elles font tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. Quand on voit l'avenue du Maine à Montparnasse avec 2 voies sur de l'entrée et une voie de sortie, c'est sûrement le contraire qu'il fallait faire, une voie d'entrée et 2 voies de sortie, pour faire qu'on puisse mieux sortir de Paris que d'y rentrer, vu les concentrations. En tout cas, c'est ce qu'on apprend à l'école, et notamment
dans les DDE, c'est de se dire on va limiter les capacités d'intrusion et d'entrée dans les villes et faciliter la sortie des villes. Donc à Paris, on a fait le contraire. Donc c'est assez intéressant en termes de mécanique des fluides. Et puis autre chose, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les grands mécanismes d'autorégulation de la région Île-de-France qui durent déjà depuis bientôt 20 ans, de croissance et décroissance et de recyclage de ces populations. Donc là, vous avez les chiffres bruts et nets qui sont assez intéressants. Et puis le périph', donc effectivement, je me dis qu'est-ce qu'on peut faire de notre beau schéma parisien. Le périph' qui devient finalement une infrastructure locale qui permet effectivement de redonner du confort certainement à la première couronne en termes de déplacements entre guillemets locaux, qui permet encore à quelques Parisiens de s'échapper et d'aller chez Ikea le week-end. Tu peux passer la dernière. Et effectivement, je me disais, ah, tiens, j'ai des dessins qui ne sont pas passés. Bon, si tu vas encore plus loin, il n'y a plus rien. Non, bah alors reviens. Bon, excusez-moi, là ça s'est masqué. Il y a peut-être une censure. Donc moi je me disais, ce qui serait vraiment intéressant en termes de projet urbain à Paris, certainement à mettre en relation avec le périphérique. Donc on est tous d'accord sur la question de l'hyper-mutualisation nécessaire des transports. Il faut partager plus de voitures. Quand on voit qu'on est maintenant tombé de 1,3 à 1,1 passagers par voiture, c'est assez ahurissant. Donc il y a vraiment des occasions de partager la voiture, de la mutualiser, de covoiturer encore plus, de mettre à disposition des services. Là, on est bien d'accord. Recréer de la qualité de déplacement sur le périphérique. Et je me disais, là, l'envie que j'avais sur ce dessin-là, c'était de se dire... Pardon, merci. On a malheureusement construit d'abord un tramway à Paris autour. Ça aurait été aussi intéressant, donc ça participait à l'enfermement et l'encerclement encore plus, même si ça a des vraies fonctionnalités, des vraies vertus. Ce qui aurait vraiment été intéressant, c'est d'avoir une croix de tramway dans Paris, de reprendre grosso modo la ligne 91 et de revenir vers le nord et d'aller plus loin que la porte de Pantin. Donc grosso modo, et c'est ce que j'avais dessiné pour m'amuser, une ligne de tramway qui fait ça et qui ressort, et puis une autre ligne de tramway qui passe, qui refait ça et qui sort. Et puis l'idée aussi, c'est ces bois-là, tu l'avais montré dans une slide précédente, je rejoignais complètement ça. Là, l'idée qui me ferait vraiment plaisir, c'est de pouvoir faire rentrer complètement ces bois dans Paris, et puis aussi les restructurer complètement pour en faire des vrais parcs urbains, et non pas des bois en friche plus ou moins entretenus. Donc ça peut être assez intéressant. Voilà, moi en tant que Parisien, en tant qu'individu, j'ai un étouffement et une pression énorme pour vivre dans Paris que je trouve de plus en plus insupportable. Donc là, je me confie aux psychanalystes. Et je rêve de travailler à Paris et vivre dans Paris, habiter dans Paris. Malheureusement, j'habite dans Paris. J'ai travaillé pendant 6 ans à Tours. J'habitais toujours à Paris, au-dessus de la gare Montparnasse. Et finalement, je faisais 250 km porte à porte en 1 heure. J'étais directeur adjoint de l'agence du Urbain de Tours. Et j'avais ce grand confort de me dire, je prends le train le matin. Bon, évidemment, les journées étaient un peu longues. Mais je faisais 250 km en 1 heure porte à porte. Maintenant, je travaille exactement à 25 km de chez moi. Et comme je vous disais, au début, tout allait bien. Je mettais 1 heure pour faire 25 km. C'était un peu frustrant. Maintenant, je mets 1h15, 1h20. Ce qui me fait un peu peur aussi, c'est l'ingénierie technique des transports publics qui, effectivement, technologiquement, marche de mieux en mieux. Il y a tellement de grains de sable. Il y a le colis oublié, il y a le suicide, il y a les grèves, il y a etc. Et c'est vrai que moi, je me déplace, j'ai un nombre de kilomètres par jour en région Île-de-France qui est phénoménal. Je me déplace uniquement en transport public et je suis de plus en plus usé. Effectivement, je me dis que le système ne marche pas. Donc vers quoi on va? On a ces chiffres que je vous ai montrés qui sont aussi assez intéressants, que j'ai trouvés ces derniers jours, qui nous montrent des croissances très très importantes en termes de fréquentation. Et je me dis le plus dur reste à venir. Donc comment va-t-on faire?
Bien sûr, je n'ai pas la réponse. Si ce n'est dans le sens que je vous parlais de plus de mutualisation, plus de respect, plus de communalisation. Merci beaucoup pour cet éclairage. Ça nous a fait voyager. Et puis ça nous a amené un peu plus vers l'outil aussi, enfin, les usages qu'on imagine nous. On a parcouru. Et moi, j'ai l'impression que ce qu'on a pu aussi voir dans les images que tu as présentées, Laurent, c'est cette possibilité, en tout cas, de considérer que l'infrastructure, elle n'est pas forcément toujours à planquer sous terre, et que dans ce côté un peu incompris, c'est aussi un outil pour lire, pour voir le paysage. Il y a eu pas mal de débats autour des infrastructures pour savoir si finalement le boulevard périphérique, il fallait le recouvrir. Ce débat-là, on se l'est posé aussi concernant le Grand Paris Express, en imaginant que si finalement ça avait été une infrastructure qui se posait sur la 86, on pourrait continuer à lire le territoire et comprendre où est-ce qu'on allait. Parce qu'il y a toujours cet effet un peu compliqué du RER et de ressortir dans un territoire où on n'a pas très bien compris. On est toujours plus à l'aise quand on peut voir. Et c'est le train, c'est la magie du train, et on l'a plus quand on est dans ce futur réseau du Grand Paris Express. Donc je sais pas psychologiquement comment on va le vivre. Mais en tout cas, je pense qu'on peut peut-être réagir. Enfin, si vous voulez réagir, on peut continuer à discuter à partir de toutes ces pistes qu'on a pu avoir. Finalement, là, on sent que si on avait un cas, qu'on commencerait, on finirait le projet du Grand Paris, ça serait réglé, non? François, tu veux réagir? Je vais juste dire un mot. C'est quand même dans une période de refoulée, c'est-à-dire de négation, d'ussérification de la voiture, alors que, comme disait Aurélien, c'est un greffon, c'est une prothèse que le XXe siècle nous a donnée et qui fabrique un objet technico-humain hybride, un peu étonnant. Mais moi, personnellement, j'ai le plus grand mal avec la planification préétablie. Et tout ce qui est prévu avec la vertu du transport en commun, c'est une ville, effectivement, comme vous disiez, c'est-à-dire transport et écoquartier, même en Inde. Ce qui me fait totalement flipper que l'Inde commence à travailler en écoquartier en bout de ligne, quoi. C'est-à-dire, j'ai un peu l'impression que, finalement, enfin, je suis un peu confus, mais la ville planifiée, Paris est une ville planifiée extraordinaire, et comme je suis insomniaque, je fais aussi des calculs la nuit, on pourrait loger la terre entière dans les 2 tiers de la France, à la densité de Paris. Et c'est une ville très planifiée. Donc on pourrait faire effectivement un objet planifié, ça viendrait à ça. Et le reste permettrait de faire tout ce qu'on veut. Rien. Mais d'être à ce moment-là parfait, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette non-planification, qui peut être une sorte de désir finalement, une possibilité, c'est de dire que éventuellement ce périphérique en est un peu le symbole. C'est de dire que ces objets étonnants qui roulent dessus, de plus en plus étonnants, ça peut être l'idée de la fuite que vous avez évoquée tout à l'heure. Le fait de dire qu'on n'est pas forcément en bout de ligne quelque part. On est toujours plus loin. Et ce qui m'intéresse dans ce Grand Paris, mais c'est trop loin en vélo, c'est aussi les fins fonds de la Seine-et-Marne. C'est le fin fond du 77 dans lequel il y a des gens qui sont installés il y a longtemps et qui ne sont pas si mal, mais qui n'appartiennent pas à la ville dense, qui n'appartiennent pas à un système considéré comme vertueux et parfait. Donc j'aime bien cette idée que le périphérique aussi, c'est le symbole ou la présentation d'un lointain qui est indéfini et d'une planification qui reste totalement inventée et pas des prérequis par rapport à des systèmes qui seraient juste transport et habitat, etc. Finalement, ce qui deviendrait votre autoroute construite. Voilà, ça c'est le schéma idéal. C'est la ville linéaire, on est tous fantasmés sur la ville linéaire de Salimata, etc. Mais c'est ça. De dire que finalement, ce périphérique, si je l'aime personnellement, c'est pour les tas de raisons qu'on a pu le dire, mais aussi pour ce symbole de la non-planification. Là, c'est le moment où je me dis que je vais passer le micro à David Mangin, parce que quand même, sur ces questions, parce que pour répondre à ce que disait Jean sur qu'est-ce qu'on va devenir.
Non, peut-être quelques réflexions sur d'abord le titre de de la discussion, c'était mythe et réalité du périphérique. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est que le périphérique est décrit symboliquement ou psychanalytiquement comme effectivement une frontière, alors que donc, ça a une importance évidemment peut-être même plus que l'espace physique, mais enfin, moi qui m'occupe de l'espace physique, il ne faut pas oublier quand même que le périphérique est une autoroute, il a été conçu comme une autoroute, il n'est pas classé autoroute, c'est-à-dire vous avez priorité en descendant sur la Bretagne sur l'autoroute, contrairement à l'autoroute, mais il est conçu comme une autoroute en tranchée, en dénivelé, sauf effectivement à la cité universitaire, et pratiquement la plupart des grands boulevards, des grandes avenues qui sortent de Paris peuvent passer très librement, soit sous le périphérique, soit au-dessus du périphérique, à niveau. Donc c'est une véritable illusion de ce discours constamment redondant, disant c'est une barrière. La A86 est une barrière très importante, les réseaux ferroviaires peuvent être des barrières très importantes, mais le périphérique c'est totalement faux, sauf sur deux, trois secteurs. Donc ça c'est le premier point. Donc peut-être pour parler de la consultation, parce qu'effectivement on participe à cette consultation qui est dans un lieu, une expo de l'Arsenal en juin. La grosse demande, c'est quand même un sujet. Certes, le périphérique est un idiot utile et un révélateur très intéressant, mais il y a quand même un sujet qui est posé par les autorités politiques, notamment effectivement la ville de Paris, c'est la question de santé publique, la question de la pollution. Ça, c'est pas du tout un détail qui fait qu'on est obligé quand même de s'occuper du périphérique en dehors, pour voir s'il est joli, pas joli. Et en plus, il est dans des situations extrêmement diverses, c'est aussi une idée reçue. Vous l'avez tous dit, c'est pas la même chose à l'ouest, pas la même chose à l'est, pas la même chose au nord-est, pas la même chose au sud, et le paysage effectivement différent. Donc la consultation, elle pose sur comment on pourrait diminuer la pollution, pour parler simple, sur le périphérique. Moi, je pense que les solutions sur le périphérique, en tout cas c'est ce qu'on essaie de développer, elles viennent à la francilienne. Donc toutes les discussions sur le périphérique, en réalité, elle est par rapport à Paris, ça gêne Paris, ou ça gêne Médrin, etc. Et si on veut baisser le niveau de circulation sur le périphérique, alors que toutes les perspectives disent plutôt qu'il va y avoir un développement plutôt de la circulation et de l'automobile, il faut avoir une démarche centripète au lieu d'avoir une démarche centrifuge qui est très mal vue par toutes les communes, puisque c'est toujours le discours, Paris repousse ses problèmes, élit les règles, et puis après, c'est à nous de nous débrouiller. Donc si on ne réussit pas, à partir de la francilienne, puis de la 86, à faire baisser la pression des arrivants, et surtout de l'autosolisme, pour en prendre un mot technique, qui est quand même le gros problème actuellement de la circulation en Paris, c'est que les voitures, c'est un très joli objet, mais c'est quand même, pour reprendre ce que disait Aurélien Bélanger, un signe de l'époque. On se souviendra qu'il fut un temps, pendant un siècle, où on aura circulé, une personne circulait avec une tonne d'acier autour de lui. Recyclable ou pas recyclable, mais c'est quand même très très étrange comme situation anthropologique, on va dire ça comme ça. Donc comment faire pour diminuer l'autosolisme, pour parler simple. Bon, alors moi je peux vous dire à peu près les hypothèses sur lesquelles on essaie de travailler. On essaie de voir si on peut avoir une stratégie un peu générale. Alors parce que, pas de planification, je veux bien, mais une transformation même mineure sur une autoroute, c'est très compliqué, c'est très lourd. Même un coup de peinture changer les panneaux, etc. C'est pas une mince opération. Donc moi, je pense qu'il faut avoir une stratégie un peu générale pour que tous les problèmes d'inégalité entre le fin fond de la région parisienne, pour lequel le Grand Paris Express n'y va pas, etc., doivent être traités avec une stratégie un peu générale. Donc ce qu'on regarde, nous, c'est si on dédie une voie, voire deux voies depuis la francilienne, pour faire autre chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous imaginez très bien qu'on peut faire des choses très différentes. On connaît les différentes pistes, le covoiturage, les gares, les deux roues, les trois roues, vous pouvez imaginer, mais d'avoir une stratégie un peu générale pour voir si ça permettrait de diminuer. Alors on essaie de penser que si on arrive à moins 30% de circulation sur le périphérique, on pourrait commencer à avoir un autre paysage, parce que dans les coups, mais peut-être d'autres usages qui soient, et surtout moins de pollution, puisque c'est quand même le sujet central de l'affaire actuellement. Voilà. Pour les exemples étrangers, moi je pense qu'effectivement,
enfin, bon, c'est ce que François a dit tout à l'heure, c'est ce que proposait Panneray sur la 86. On aurait fait un viaduc sur la 86, ce serait déjà fait, et ça coûterait 3 fois moins cher, c'est-à-dire le métro souterrain, et ce serait bien plus intéressant à de multiples points de vue. Donc voilà, donc, je pense que si on pense au périphérique, il faut penser que c'est un système d'autoroute généralisé, pour le veuille ou non, c'est un des autoroutes, et faire baisser la pression sur cette autoroute-là, sans employer les mots de boulevard urbain, etc., mais faire baisser la pression pour qu'il y ait moins de pollution et éventuellement d'autres usages, de week-end, pas de week-end, etc., ça suppose quand même, dans un premier temps, d'avoir une stratégie plus générale, sinon on part dans le vide. Alors est-ce que... Bon. Après, on nous demande une stratégie à 2030, à 2050, c'est là où c'est complètement idiot, je te rejoins, parce que 2030, 2050, c'est demandé par les hommes politiques qui ne savent même pas comment marche la gouvernance aujourd'hui, et dans un an, ils ne seront pas comme... Ils ne seront même pas là, et donc on ne sait pas comment tout ça est gouverné. Donc voilà, c'est comme toujours les grandes stratégies à 2030 et 2050, la géopolitique, l'élément, les perspectives technologiques, on voit à peu près, en général, elles se confirment plus ou moins, ce sera plus ou moins vite, tel paramètre ou tel autre. Donc ça, effectivement, ça n'a pas de sens. Mais je pense qu'avoir une espèce de plan guide sur moins une voie partout ferait plus une voie pour faire autre chose. Ce serait ce qu'on appelle, nous, le New Deal, c'est comme ça qu'on a fait notre proposition, et à partir de la nouvelle frontière qui est la 104, qui permettrait d'agir sur le plan. Merci beaucoup à nos invités, merci d'être venus.